Une voix m'appelle sous le plancher, murmura le garçon, ses paroles tremblantes. Ce qu'ils déterrèrent glacerait le sang. James se blottit dans un coin, les genoux contre la poitrine, les yeux écarquillés et hantés. Pour la 3e fois cette semaine, ce cri doux et suppliant s'éleva de sous le plancher du salon. James. James. Cette fois, il ne cria pas, ses lèvres tremblèrent, comme si même le son était trop terrifiant pour être émis. Il s'était convaincu que c'était un cauchemar, un tour de passe-passe de son imagination, ou une farce cruelle. Mais lorsque cette voix se fit entendre à nouveau au rauque, assoiffé, implorant de l'aide, il ne put plus nier sa réalité. Se redressant brusquement, il se glissa hors de la pièce, pieds nus glissant sur le carrelage froid, courant dans le couloir vers la chambre de sa mère. « Maman ?» « Maman » frappa-t-il à la porte, le souffle court. Clara émergea, les cheveux bruns ébouriffés et les yeux lourds, la voix douce de sommeil. « James, qu'est-ce qu'il y a encore, mon cœur ?» Une voix d'homme m'appelle de sous le plancher, halta-t-il. « S'il vous plaît, écoutez-moi, il existe. » Serrant la main de sa mère, des larmes perlèrent dans ses grands yeux. Clara expira avec lassitude. « Encore un cauchemar, ma chérie. Je t'avais dit d'arrêter de regarder ces vidéos d'horreur. » « Je n'ai rien regardé, » insista James. « Je l'ai entendu, maman. » Dans l'embrasure de la porte, Lucie, sa sœur aînée, jeta un coup d'œil. « Laisse-moi lui parler, » proposa-t-elle doucement. Clara, la fatigue pesant sur ses épaules, hocha la tête et examina le front de James. « Pas de fièvre. »« D'accord, » concéda-t-elle. « Tu peux rester à la maison demain. Mais détends-toi, pas d'histoires effrayantes. » James se retira dans sa chambre sans un mot, le cœur battant comme un oiseau pris au piège. Lucie s'attarda dans le couloir, un nœud de malaise se serrant dans sa poitrine. Plus tôt, alors qu'elle lisait dans le salon, elle avait entendu un léger craquement sous le plancher, comme des clous raclant le bois. Curieuse, elle avait collé son oreille contre les planches, mais avait sursauté lorsqu'un léger gémissement lui avait donné la chair de poule. Elle l'ignora alors, mettant son imagination en cause. Mais voyant James si terrifié, son doute refit surface. Le lendemain matin, Clara emmena James au centre de santé de Shelton Town. Le docteur Shawn Rogers, un homme calme et doux d'une 50aine d'années, s'entretint seul avec James avant de retourner dans la salle d'attente. Il secoua la tête. « Il n'y a aucun signe de psychose ou d'hallucination », a-t-il indiqué. « Il pourrait s'agir d'un traumatisme léger dû au stress ou à un changement récent. » « Nous n'avons pas déménagé, » intervint Clara. « Pas de nouveaux voisins, personne n'est mort. » Le docteur Rogers tapota son stylo. « Un proche a-t-il disparu ?» Clara baissa les yeux. « Mon neveu Ethan, le cousin de James, a disparu il y a 4 mois. On pensait qu'il était parti jouer ou qu'il était avec des amis. C'était un rebelle, pas très proche de James. Les enfants sont sensibles, a averti le médecin. Ne négligez rien. » Plus tard, alors que Lucie prenait James dans ses bras, elle avoua doucement, « Maman, j'ai aussi entendu des bruits sous le plancher du salon. » Les yeux de Clara brillèrent de doute. Cette nuit-là, Lucie posa l'enregistreur de son téléphone sur le plancher. Au matin, elle appuya sur lecture. Un long gémissement tremblant emplit la pièce indéniablement humain. Elle tendit le téléphone à sa mère. « Je ne l'imagine pas, » murmura-t-elle. Le visage de Clara se vida de ses couleurs. « C'est probablement une vieille plomberie, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « La plomberie peut-elle appeler mon petit frère par son nom ?» rétorqua Lucie. La tension dans la maison devint intense et oppressante. Richard, le nouveau mari de Clara, balaya leurs craintes d'un revers de main. Les enfants d'aujourd'hui sont ruinés par les réseaux sociaux. Que des illusions, grommela-t-il en s'éclipsant pour faire ses courses habituelles du soir. La 5e nuit, James se réveilla en hurlant, trempé de sueur. « Maman, il m'appelle encore, il dit qu'il a froid. » Clara le serra dans ses bras, le cœur battant. Lucie, les poings serrés sur le seuil, révéla enfin son secret. « Maman, Ethan ne s'est pas simplement enfui. Je l'ai vu se disputer avec oncle Richard dans le garage 3 fois. Il a dit, je vais prévenir maman et les flics. Je n'ai pas peur de toi. » Puis il a disparu. Clara se figea, les yeux écarquillés. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Je pensais que c'était juste une bagarre, mais maintenant j'ai peur. » James pressa son visage contre le cou de sa mère en sanglotant.
Clara sentit quelque chose de sombre glisser sous le plancher, quelque chose qui implorait d'être sauvé. Le lendemain matin, Clara appela Madame Page, leur voisine âgée. « As-tu entendu quelque chose d'étrange cette nuit ?» La vieille femme fronça les sourcils. « Mon chien aboie comme un fou vers 3 ou 4 heures du matin, il fixe votre maison. Je le croyais en guerre, mais maintenant, je suis transi. » La remerciant, Clara appela Matthew l'homme à tout faire, prudent, digne de confiance et originaire de Syracuse. Il promit de venir cet après-midi-là. À l'intérieur, la maison semblait étrange. James était allongé, accroché à son ours en peluche, les yeux fixés au plafond. Lucy se tenait près de Clara, tendue comme un arc. Quand Matthew arriva, veste en cuir, trousse à outils, maillet, capteur de vibration, lampe de poche, Clara le guida vers le salon. « C'est juste là », dit doucement Lucy en désignant la table basse. Matthew s'agenouilla, tapota le carreau avec son maillet, puis colla son oreille au sol. Son scanner émit un faible bip sous le coin, près du mur. Il souleva un carreau. Une odeur métallique nauséabonde montait, décomposition, pourriture, quelque chose de scellé depuis trop longtemps. « Mon Dieu !» murmura Matthew, un rayon de lumière révélant du mortier frais et un vide caché en contrebas. « On a enfermé quelque chose ici. » Les mains de Clara tremblaient. « Tu peux l'ouvrir ? On a besoin d'équipements de protection, et peut-être de la police. » James, les yeux embués de larmes, murmura depuis le canapé, « Il y a quelqu'un en bas, n'est-ce pas ?» Cette voix. Matthew et Clara échangèrent un regard tandis que l'obscurité les enveloppait. « Tu as dit avoir entendu quelqu'un t'appeler. » Clara hocha lentement la tête, les yeux écarquillés de compréhension. « Il n'imagine rien. J'ai travaillé une fois sur une vieille maison près de Concord, la même chose s'est produite. Il s'est avéré que quelqu'un était coincé entre les murs. » Matthew se leva et rangea ses outils dans sa boîte cabossée. « Je reviendrai demain avec tout le matériel, » promit-il en refermant le couvercle. « Mais ce soir, tu devrais emmener les enfants ailleurs. » Clara se mordit la lèvre et fixa le sol. Lucy se pencha, la voix à peine plus forte qu'un murmure, « On devrait peut-être appeler la police, maman. » « Pas encore, » répondit Clara, même si ses mains tremblaient. « Il faut d'abord être sûr. » Ce soir-là, Clara emmena James et Lucy dans la voiture et les conduisit chez Madame Page. La vieille dame ouvrit la portière, une lueur de curiosité dans le regard. « Il y a un problème, » dit Clara doucement. « S'il vous plaît, laissez les enfants dormir. Je dois m'occuper de quelque chose sous le plancher. » Page observa le visage effrayé de James et lui adressa un sourire chaleureux. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Cette maison est sûre. » Lucy serra la main de son frère. « Je reviendrai demain voir ce qui se passe, » promit Clara en entrant. James acquiesça, mais son regard se posa avec crainte sur leur maison sombre et silencieuse, de l'autre côté de la rue. Le lendemain matin, Matthew arriva, armé de gants en caoutchouc, d'un masque filtrant et d'un coupe-carreau professionnel. Clara se tenait à ses côtés, les poings serrés si fort que ses jointures en blanchissaient. Richard n'était pas là, il avait dit qu'il devait aller à la vieille scierie récupérer des dossiers, et Clara n'avait pas demandé plus de détails. Matthew démarra le coupe-carreau. La machine hurla de protestation et Clara se boucha les oreilles. La poussière tourbillonnait autour d'elle comme un brouillard étouffant. 20 minutes plus tard, Matthew marqua une pause. « Il y a une trappe », annonça-t-il en désignant une fine plaque d'acier encastrée dans le béton. À l'aide d'un pied de biche, il le souleva avec un bruit sec. Le couvercle se déplaça, une odeur fétide se répandit, et Clara eut un haut-le-cœur, trébuchant en arrière. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura Matthew, la voix tremblante. En dessous se trouvait une fosse carrée, d'un peu plus d'1 mètre de large et d'environ 1,5 mètre de profondeur. Les murs de béton portaient de légères empreintes de mains, comme si quelqu'un les avait frappés avec désespoir. Dans un coin, une vieille couverture de bébé était recouverte de terre. Matthew prit une petite cuillère dont le manche était gravé du nom d'Ethan. Clara se figea. « Non, non, c'est impossible » murmura-t-elle. À ce moment-là, Lucy arriva sur le seuil. Elle fixa le fond du trou, bouche bée. « C'est la cuillère d'Ethan, maman. » Matthew s'agenouilla et secoua lentement la tête. « Quelqu'un a été enfermé ici, et ça ne doit pas être si lointain. Le ciment au bord de la fissure est encore humide. » Le téléphone de Clara tremblait dans ses mains tandis qu'elle composait le numéro. « Police de Shelton ?
Je crois qu'on vient de trouver une cellule de prison chez moi. Environ 1 heure plus tard, 2 voitures de police sont arrivées. L'équipe de police scientifique a bouclé la scène sous la direction d'un policier aux cheveux argentés d'une 60aine d'années, Raymond, et de sa jeune assistante, Laura Reed. Laura leva son carnet. « Quand as-tu découvert le trou ?»« Ce matin », répondit Clara d'une voix à peine assurée. « Grâce à un entrepreneur », ajouta Matthew avec un bref hochement de tête. Raymond jeta un coup d'œil dans la fosse. « Mon Dieu !» Tout le monde a revêtu son équipement de protection. À l'intérieur, l'équipe a retrouvé des morceaux de tissu tachés de sang, un ongle cassé, quelques mèches de cheveux et de profondes griffures. « On dirait que quelqu'un a essayé de s'échapper », dit doucement Laura. Raymond soupira. « Il nous faudra une analyse ADN. Il pourrait s'agir d'une disparition qui a terriblement mal tourné. » Clara s'affala sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Lucie s'assit à côté d'elle, serrant la main de sa mère. « Il ne s'est pas enfui », s'étrangla Lucie. « Il était enfermé, vraiment enfermé là-bas. » Raymond posa doucement la main sur l'épaule de Clara. « Madame, je vais avoir besoin que vous nous disiez tout ce que vous savez sur la disparition d'Ethan. Qui est la dernière personne à l'avoir vu ?» Clara resta silencieuse, son esprit s'emballant jusqu'à ce qu'un seul nom la transperce comme une lame, Richard. Cette nuit-là, James fit un autre rêve. Il était assis seul dans le salon vide, l'air lourd et sombre. Une voix sourde, rauque et brisée, résonna sous le plancher, « Ne le laissez pas !» Il hurla et se réveilla dans les bras de Madame Page. « Doucement, mon chéri » murmura-t-elle en lui frottant le dos. « J'ai vu la personne, haletait-il. Elle était coincée, incapable de respirer. J'ai entendu des ongles gratter le sol. » Madame Page frissonna en l'attirant contre elle. Elle comprenait maintenant, ce n'était pas un accident. C'était une tragédie enfouie depuis bien trop longtemps. Dehors, Matthew fumait pendant que les policiers poursuivaient leur travail. L'inspecteur Raymond émergea, le visage grave, et retira son masque. « Nous envoyons les échantillons au laboratoire aujourd'hui, » dit-il à Matthew. « Il pourrait s'agir du lieu d'une affaire criminelle grave. » Matthew expira lentement. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi terrifiant. » À l'intérieur, Clara était assise, immobile, à la table, un verre d'eau intact à la main, le regard vide. Lucie la serrait contre elle, sa poigne ferme, mais son expression distante. La porte s'ouvrit brusquement. Richard revint, sac à la main, et se figea à la vue des policiers. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Les yeux de Raymond se posèrent sur lui. « Monsieur Richard, je suis l'inspecteur Raymond Monroe. Nous enquêtons sur une chambre souterraine découverte sous le plancher de votre salon. » Richard ricana. « Tu plaisantes. Ma famille partage des délires, ou quelque chose comme ça. » Lucie se redressa d'un bond, la fureur dans les yeux. « Il y a du sang là-dedans, des cheveux humains, des ongles. Ce n'est pas une illusion. » Clara ne parlait pas, elle n'avait plus de force. Raymond s'avança. « Monsieur Richard, vous venez au poste pour répondre à des questions sur la disparition d'Ethan. Vous êtes la dernière personne dont on a confirmé l'avoir vu. » Richard se raidit. « Tu crois que j'ai quelque chose à voir avec ça ? Je suis juste son oncle. » Raymond sortit son carnet. « Les archives montrent que vous avez été accusé de détournement de fonds à la scierie Maplewood. » Richard serra les dents. « J'ai été acquitté, aucune preuve. » Lucie intervint, la voix tremblante, « Ethan a dit qu'il allait te dénoncer. » « Je l'ai entendu. » Richard se tourna vers elle, les yeux flamboyants. « Qu'est-ce que tu sais ?» Clara se leva, la voix tremblante mais résolue. « Ça suffit. J'ai assez gardé le silence. J'en ai assez de protéger qui que ce soit. » Richard expira et jeta le sac de dossiers sur la table. « Fais ce que tu as à faire. Je vais à mon bureau. » Raymond fit signe à 2 agents, « Surveillez-le. Signalez tout comportement inhabituel. » Plus tard dans l'après-midi, Matthew revint avec son apprenti, Steven. Ils demandèrent à Clara s'ils pouvaient inspecter les fondations au-delà du salon. « Il est possible, » dit doucement Matthew, « que la fosse soit reliée à un ancien système de stockage de l'époque de la Grande Dépression ou des compartiments secrets que de nombreuses maisons de Shelton cachent encore. » Clara hocha la tête, se préparant. Matthew alluma un scanner à résonance acoustique et balaya le coin ouest, à quelques pas de l'ancienne fosse. Les réflexions sonores ondulaient étrangement,
comme si la maison elle-même cachait un secret. Matthew marqua l'endroit et commença à retirer le carrelage. Cette fois, au lieu d'une fosse scellée, ils découvrirent un conduit de ventilation scellé avec du ciment. Lorsque le mortier se fissura, une vague d'air moisi jaillit, transportant une odeur nauséabonde. Steven toussa violemment, pressant un chiffon contre son visage. « Attention » hurla Matthew. « Il pourrait y avoir un animal mort là-dessous. » Ils braquèrent leurs lampes torchées dans l'obscurité. Un tunnel de béton bas s'étendait devant eux, son plafond mesurant à peine 1 mètre de haut. Le long des murs, des marques discrètes ou une écriture grossière, apparemment gravée dans du sang séché. La voix de Steven tremblait lorsqu'il murmura « Tonton, regarde le mur. » C'est écrit. Matthew balança le faisceau, sa propre voix se brisant tandis qu'il lisait à voix haute « Aidez-moi ». Clara entendit ces mots et se figea, les yeux écarquillés, murmurant « Oh mon Dieu ». Matthew recula. « Nous devrions cesser toute fouille, dit-il. C'est une preuve cruciale. La police doit s'en occuper. » Bientôt, Raymond revint avec Laura Reed et une équipe d'analystes médico-légaux. Ils déchargèrent scanners, caméras et appareils de mesure, puis balayèrent chaque centimètre du tunnel nouvellement révélé. Laura s'agenouilla pour photographier les murs, se penchant plus près et murmura « Monsieur, ces sillons, quelqu'un a utilisé ses ongles pour écrire. » À d'autres endroits, une cuillère avait été utilisée pour graver des rayures plus profondes. Il y a des signes de survie prolongés, conclut Raymond. Clara se tenait à l'écart du groupe, le dos contre la maison. Des larmes coulaient sur ses joues tandis que Lucie se serrait contre elle, sa voix à peine audible « Maman, tu crois qu'Ethan est encore en vie ?» Clara déglutit difficilement, la voix brisée. « Je ne sais pas. Mais je prie pour que, si Dieu est toujours là, il le soit. » Raymond s'affala sur le pas de la porte et sortit son téléphone. « J'ai besoin d'un mandat de perquisition complet pour cette maison, dit-il dans l'appareil, y compris le garage, le bureau de Richard et le grenier. » À la tombée de la nuit, une autre équipe arriva pour prêter main forte. En balayant le sol du garage, un technicien remarqua une fissure mal colmatée sous le coffre à outils. À l'intérieur se trouvait un gant taché de sang séché et une carte d'étudiant au nom d'Ethan Lewis. Clara le reconnut instantanément. « C'est à lui, Alta-TL. Je le lui ai donné moi-même le jour de sa disparition, » gémit Lucie, accrochée à sa mère, tandis que Matthew restait immobile, abasourdi. Juste à ce moment-là, Richard sortit et aperçut des policiers qui fermaient son garage. « Mais qu'est-ce que vous foutez dans mon espace privé ?» aboya-t-il. Raymond s'approcha, brandissant sa carte d'identité. « Vous reconnaissez ça ?» demanda-t-il. Richard fixa le petit rectangle comme s'il avait été poignardé en plein cœur. « Non, je ne sais pas ce que c'est, » balbutia-t-il. « Alors pourquoi était-il dans votre garage ?» insista Laura. « Quelqu'un a dû le cacher, » rétorqua Richard. La voix de Raymond devint glaciale. « Monsieur Richard, vous êtes actuellement en détention pour complément d'enquête. Tout ce que vous direz pourra être utilisé au tribunal. » 2 policiers intervinrent pour le maîtriser. Clara serra James fort contre elle lorsqu'il arriva avec Madame Page, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, mon cœur, » murmura Clara en sanglotant. « Je ne t'ai pas cru. J'avais tort. » James enfouit son visage dans son épaule. « Je ne veux plus entendre cette voix. C'est trop effrayant. » Cette nuit-là, la maison fut entièrement bouclée. Les enquêteurs installèrent des caméras, des projecteurs et une tente médico-légale sur la pelouse. Raymond était assis dans sa voiture, feuilletant de vieux dossiers sur la disparition d'Ethan, lorsque Laura entra, une enveloppe à la main. « Des échantillons de cheveux prélevés dans la fosse, » dit-elle doucement. « Les analyses préliminaires correspondent à l'ADN d'Ethan, tel qu'il apparaît dans son dossier dentaire scolaire. » Raymond hocha la tête, l'air lourd. « Il faut retrouver le garçon, vivant ou non. » Matthew se tenait sur le porche, les yeux rivés sur le ciel nocturne au-dessus de Shelton. Quelque chose le hantait, non seulement la peur, mais l'écrasante impuissance de déterrer ce qui n'aurait jamais dû être enterré. À l'intérieur de la tente médico-légale, des lumières vives brillaient sur des plateaux en acier inoxydable contenant chaque pièce à conviction. Raymond désigna un tableau blanc sur lequel Laura notait les détails. « Le sang sur le tissu correspond au groupe sanguin d'Ethan, » rapporta-t-elle. « Mais nous avons besoin des résultats officiels du laboratoire médico-légal de Shelton. » « Et les cheveux ?» demanda Raymond en désignant un petit sac en plastique. « La longueur et la couleur correspondent à celles d'un adolescent » répondit Laura.
Les résultats concordent avec le dossier scolaire d'Ethan Sanders. Raymond resta immobile un instant. Le garçon avait peut-être vraiment été emprisonné sous terre. Clara entra dans la tente, maigre et pâle, Lucie lui serrant la main. Raymond s'avança. Nous avons recueilli des preuves sérieuses, du sang, des cheveux, un ongle cassé, de profondes griffures sur les murs, des signes de survie. Il sortit un petit objet scellé dans du plastique, une sangle en tissu bleu foncé, dont les extrémités étaient raidies par le sang séché. Lucie haleta. Une entrave. Clara baissa la tête, la voix tremblante. On pensait qu'il s'était enfui, mais personne ne laisse son sang et c'est bien derrière lui. Raymond posa une main réconfortante sur son épaule. Je suis désolé pour ta douleur, mais je te promets que nous découvrirons la vérité. Sur le site de la fosse, des spécialistes de la police scientifique ont rampé dans le tunnel, scrutant chaque centimètre. Matthew et Steven observaient la scène de loin, l'émotion palpable. Une experte, Ivy Graham, de Springfield, a passé ses doigts sur les murs. Ces marques de griffures correspondent à celles des ongles ou d'une cuillère, a-t-elle noté. Un agent lui a remis un morceau de papier jauni à l'encre délavée. Trouvé dans un interstice entre deux briques, a-t-il précisé. Ivy le déplia, les sourcils froncés, puis le tendit à Raymond. D'une écriture tremblante, enfantine, était inscrit « Y a-t-il quelqu'un ? Je m'appelle Ethan. Ne lui dites pas que je suis encore en vie. S'il vous plaît. » Raymond serra le mot, le regard attiré par le plafond de la tente. Un silence étrange s'installa tandis que Clara lisait le message et s'effondrait sur une chaise en sanglotant. Lucie serra sa mère dans ses bras, les larmes coulant à flots. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Shelton, Richard était assis, les bras croisés, les yeux fixés sur le mur blanc. Devant lui se trouvaient Laura et l'agent Dylan Parker, connu pour sa fermeté. Laura lui dit doucement, « Monsieur Richard, souhaitez-vous faire une déclaration avant que nous présentions les preuves ?» Richard eut un rire sec. « Je n'ai rien à dire. Cette maison est pleine de monde. Je ne suis pas le seul. » Dylan tapota la table avec son stylo. « Mais vous êtes la dernière personne confirmée à avoir parlé à Ethan, et ses affaires ont été retrouvées dans votre garage. Coïncidence ? » Les yeux de Richard lancèrent des éclairs. Les jeunes écrivent toutes sortes de choses. Ils ont une imagination débordante. Dylan se pencha en avant, la voix basse. « J'ai déjà eu affaire à des hommes comme vous. Vous n'êtes pas un criminel professionnel, juste un lâche qui panique quand la situation dégénère. Voulez-vous parler maintenant, ou attendre d'être formellement inculpé de séquestration et de tentative de meurtre ?» Richard détourna le regard, les lèvres serrées. De retour chez Clara, elle signa un rapport confirmant que les objets retrouvés appartenaient à Ethan, les mains tremblantes et les doigts glacés. Lucie murmura, « Maman, et s'il était encore en vie ? Peut-être que quelqu'un l'a aidé et n'a rien dit à personne. » Clara soupira, « Je n'ose espérer. Mais si James l'a entendu, peut-être, quelque part, d'une manière ou d'une autre. » À ce moment-là, James était assis dans le jardin de Madame Page, dessinant dans la terre à la craie de couleur. Il esquissa une silhouette mince, tendue vers le ciel, ses grands yeux noirs et ronds le fixant. Madame Page frissonna en s'agenouillant à ses côtés. « James, qu'est-ce que tu dessines, mon cœur ?» demanda-t-elle. « L'homme sous le plancher » répondit-il doucement. « Il m'a appelé. Mais je ne l'entends plus clairement. Je vois juste sa main qui se tend. » Madame Page serra le chapelet contre sa gorge et murmura, « Sainte Mère Marie, protégez cet enfant. » À proximité, l'équipe médico-légale découvrit une mèche de cheveux cassés prélevée comme échantillon secondaire et suivit le conduit de ventilation depuis la fosse jusqu'à l'arrière-cour, où ils trouvèrent une extrémité grossièrement obstruée par un morceau de tissu. Steven fut le premier à remarquer quelque chose d'étrange. Il tira la manche de Matthew et murmura, « Tonton, il y a du tissu coincé dans la bouche d'aération. Ça sent mauvais. » Matthew se redressa sur l'échelle, regarda à l'intérieur et fronça les sourcils. « Ce ne sont pas des ordures, dit-il lentement. Ça pue la pourriture. Quelqu'un a coincé ce tissu pour empêcher l'odeur de s'échapper. » Les yeux de Steven s'écarquillèrent. « Ça pourrait être Richard, chuchota-t-il, mais Matthew ne répondit pas. Il sortit simplement son téléphone, prit une photo, puis poussa un lent soupir. « J'ai travaillé sur de nombreuses maisons, dit-il, mais je n'ai jamais rien vu de tel. » Bientôt, les équipes de télévision arrivèrent.
Les stations locales diffusèrent en direct du 17 Rosewood Lane, surnommée la « maison hantée » de Shelton. Les images de la tente blanche des preuves, des policiers s'agitant et des gros titres comme « Un garçon entend une voix sous le plancher » devinrent virales du jour au lendemain. Le journaliste Andrew Nelson se tenait à l'entrée, micro en main, décrivant la chambre souterraine secrète où la police pensait que quelqu'un avait été enfermé. Il rappela aux téléspectateurs que les appels à l'aide de James, 7 ans, avaient d'abord attiré les enquêteurs ici. Dans le salon, Clara entendit la diffusion et se détourna, angoissée. Lucy, visiblement agacée, claqua la fenêtre. « Il traite ça comme un film d'horreur », murmura-t-elle. Derrière eux, la voix douce de Raymond brisa la tension, « Je suis désolé. L'emballement médiatique est inévitable. » La voix de Clara tremblait lorsqu'elle demanda, « Y a-t-il un espoir, monsieur ?» Raymond soutint son regard. « Tant qu'il y a quelqu'un là-dessous, il y a de l'espoir. » Il sortit ensuite une copie imprimée d'un message anonyme envoyé 3 mois plus tôt. On pouvait y lire simplement « J'ai entendu des gémissements sous terre. Je ne sais pas si c'est une personne ou un fantôme. » L'information avait été enregistrée, mais jamais suivie, elle n'avait été redécouverte qu'en examinant d'anciens rapports. Clara murmura, alors quelqu'un d'autre l'a entendu aussi. Cette nuit-là, Raymond se tenait au bord du gouffre. De pâles dessins enfantins, désespérés, griffonnaient sur le mur gris, et les mots « à l'aide » brillaient sous le faisceau de sa lampe torche comme s'ils étaient vivants. Il traçait les lettres du doigt, ressentant le poids de tout ce qu'Ethan avait enduré. Au-dessus de lui, une petite ouverture permettait à un unique rayon de lumière de percer l'obscurité. Pour la première fois de sa carrière, Raymond sentit quelque chose qui échappait à toute loi, un chagrin sans nom, sans sang, sans corps et pourtant bien trop réel. Plus tard, dans une salle de conférence tamisée de la police de Shelton, des photos de la scène de crime et des preuves s'étalaient sur une longue table, des échantillons de cheveux, des plans de la maison de Clara et des images granuleuses de Richard au moment de la disparition d'Ethan. Raymond était assis entre Laura Reed et l'analyste de données Adam Carter. Tapotant son stylo, il demanda « Avons-nous du nouveau ?» Adam ajusta ses lunettes et répondit « J'ai visionné toutes les images de vidéosurveillance de Rosewood Lane, du 15 au 22 juin, la semaine de la disparition d'Ethan. » Laura intervint, sa famille a supposé qu'il était allé jouer à des jeux vidéo, alors ils n'ont signalé sa disparition que 2 semaines plus tard à un délai critique. Adam hocha la tête, mit une séquence en attente et dit « Nous sommes le 17 juin, à 2h43 du matin, le camion de Richard s'éloigne de la maison de Clara. Il y a une grande caisse en bois dans le coffre, recouverte d'une bâche. » Les yeux de Raymond se plissèrent. « Cette caisse pourrait-elle contenir une personne ?» répondit Adam, facilement. Il cliqua à nouveau, 3h15, même nuit où une caméra du cimetière de Cedar Hill montre le camion revenant sans la caisse. Laura expira brusquement. « Il a déplacé quelque chose en pleine nuit », murmura Raymond. « Ça pourrait très bien être Ethan. » Dans la cellule de détention, Richard était assis, affalé, pâle comme un linge. L'agent Ryan Thomas entra et lui tendit un dossier à jour, images de surveillance, déclarations de témoins, preuves matérielles. « Réfléchissez bien avant l'arrivée de votre avocat », conseilla l'agent. Les lèvres de Richard se contractèrent en un sourire narquois. Fixant la photo haute résolution de lui à côté de la caisse, il souffla, elle était censée être enterrée, tout entière. De retour chez Clara, l'atmosphère était chargée de peur. Lucy rangeait la chambre d'Ethan, restée intacte, lorsqu'elle ouvrit le tiroir du bureau et découvrit son vieux carnet. En feuilletant les pages, elle trouva une inscription glaçante, « Oncle Richard m'avait dit de ne pas fouiner dans la scierie, mais j'y ai vu quelque chose d'anormal. » Le cœur battant, elle courut vers sa mère. Le visage de Clara se vida de ses couleurs lorsqu'elle lut, une semaine avant sa disparition, Ethan a dit que oncle l'avait appelé à la scierie tard le soir. « Tu ne te souviens pas ?» insista Lucy. Clara ferma les yeux. « Je crois qu'il l'a mentionné, il a juste dit, je reviens bientôt. » En quelques heures, l'équipe de Raymond arriva à la scierie abandonnée de Maplewood, où Richard avait travaillé jusqu'à l'année dernière. Une épaisse couche de poussière recouvrait les planches de bois, la moisissure empoisonnait l'air et des fils rouillés pendaient comme des lianes. Laura balaya les tiroirs du bureau avec sa lampe de poche. « Quelqu'un est venu depuis la fermeture ?» demanda-t-elle. Adam, examinant la serrure de la porte arrière, s'écria « Inspecteur Raymond, des coupes fraîches. » « Quelqu'un est venu récemment. » Raymond arma son arme et conduisit l'équipe dans le garage arrière, où une bâche poussiéreuse révélait de légères empreintes de pas. Ils appelèrent Ivy Graham,
qui s'agenouilla et préleva un échantillon de sol humide. Ces derniers jours, confirma TL. Laura ouvrit une vieille caisse pour y découvrir des sangles de retenue, un sac de jute déchiré et un téléphone portable brisé. Adam examina les fragments. « Je peux récupérer les données, dit-il. Raymond hocha la tête, fais-le, et vite. Le lendemain, l'équipe d'enquêteurs extrayait un bref historique vocal du téléphone. Dans la salle d'écoute exiguë, la voix douce de Richard tremblait dans les haut-parleurs, « Tonton m'a encore appelé à la scierie aujourd'hui. Il avait de gros sacs de chute de bois. Je crois qu'il y avait quelque chose dedans. J'avais trop peur pour demander. S'il m'arrive quelque chose, ne fais pas confiance à tonton Richard. » Clara fondit en larmes. Laura et Raymond échangèrent un regard solennel. Dans la salle d'interrogatoire, Raymond plaça le téléphone retrouvé devant Richard et demanda « Savez-vous à qui appartient cette voix ?» Richard secoua la tête. « C'est celle d'Ethan. Il a tout documenté. » Raymond se pencha en avant. « Tu ne peux plus le nier. » Richard éclata d'un rire creux. « Je voulais juste lui faire peur, balbutia-t-il. Il a découvert mon trafic. Je pensais que l'enfermer pendant des jours suffirait. Mais j'ai paniqué. Je l'ai laissé là. » Les poings de Raymond se serrèrent. « C'était un enfant, et vous l'avez abandonné dans le noir. » La voix de Laura était glaciale. « Savez-vous ce qu'on a trouvé dans cette fosse ? Du sang, des ongles, des bouts de papier, des gémissements. Un garçon oublié par ceux qui ont juré de le protéger. » Richard fixait le sol, insensible. Le lendemain, Raymond se tenait devant une marée de journalistes devant le commissariat. « Nous avons suffisamment de preuves pour inculper Richard Morgan de séquestration, de violences graves sur mineurs et d'entrave à la justice, » annonça-t-il. Lorsqu'on lui demanda si le corps d'Ethan avait été retrouvé, il répondit « Nous n'avons pas confirmé s'il est vivant ou décédé. Les recherches se poursuivent. » Dans la foule, James se serra contre sa mère, silencieux et distant. Lucie s'agenouilla près de lui et murmura « Vous entendez quelque chose ?» Il secoua la tête. « Non. On dirait qu'il est parti. » Clara serra ses enfants dans ses bras, s'accrochant à un fragile espoir, son fils était toujours là, à l'attendre. Ce soir-là, Clara était assise seule avec une tasse de thé froid et ses notes manuscrites. Ethan était sorti 3 fois après minuit début juin. Richard fermait toujours son bureau à clé, brûlait ses papiers, parlait à voix basse et arpentait la cour la nuit. Elle repassa l'enregistrement secret de Lucie, « S'il parle, cette famille s'écroule. » Ses mains tremblaient en fermant le classeur. Chaque instant qu'elle avait ignoré ses sorties nocturnes, son regard paniqué lui transperçait désormais le cœur. Elle se souvenait d'une nuit où Ethan était rentré avec une égratignure à la main. Le regard sévère de Richard avait instantanément réduit le garçon au silence. Une autre fois, il avait fulminé dans son sommeil, « Tais-toi, si tu parles, je suis fichu », mais Clara avait ri. La culpabilité la serrait. Elle se souvenait des cris de James à propos d'une voix sous le plancher, de la gifle de Richard, de son propre silence. La culpabilité était étouffante. À l'aube, Clara fit une nouvelle déclaration au poste. Elle relatait chaque comportement étrange, chaque remarque cryptique, chaque murmure nocturne. Laura griffonnait tandis que Raymond relisait ses notes, sorties nocturnes, documents brûlés, appels téléphoniques clandestins, visites solitaires au garage. Je l'ai même vu écouter attentivement près de la bouche d'aération du jardin, ajouta Clara, la voix sèche. Raymond acquiesça. Nous allons inclure cela au dossier. Cette nuit-là, James rêva d'une voix qui l'appelait dans l'obscurité sous le sol, « Il y a quelqu'un ?» Il s'avança et murmura, « Ethan, ne le laisse pas faire. » Il se réveilla trempé de sueur. Lucie le serra fort contre elle et murmura, « Tout va bien maintenant. » Le lendemain matin, l'équipe médico-légale réinspecta le système de ventilation. Steven rapporta, une bouche d'aération était scellée avec du ciment, mais une petite fissure subsiste. Le son a pu la traverser la nuit. Raymond regarda James, gravant, « Ethan, dans la terre meuble. » Clara chuchota à Lucie, « James a entendu cette voix. » Mais qui d'entre nous a entendu la voix de sa propre conscience? Lucie serra la main de sa mère. « Tu fais ce qu'il faut maintenant. Il est temps de découvrir la vérité. » Plus tard dans la journée, Matthew et l'équipe technique retournèrent au garage scellé. Sous une lumière vive, ils aperçurent une section de maçonnerie avec du mortier frais. Steven braqua sa lampe. On l'a recellé récemment.
Ils soulevèrent les briques et découvrirent un compartiment secret contenant un sac gris déchiré rempli d'objets, une montre-bracelet, une carte de bibliothèque du lycée, un papier avec une adresse email et un petit carnet relié en cuir. Laura l'ouvrit, l'écriture jeune et déterminée d'Ethan disait « Si quelqu'un trouve ceci, je m'appelle Ethan. J'ai été enfermé ici parce que j'ai découvert qu'oncle Richard faisait de la contrebande de bois. Je ne sais pas la date. Je sais seulement que j'ai peur. Si vous lisez ceci, aidez-moi. » Lorsque Clara lut ces mots à haute voix, ses genoux fléchirent sous elle. Il implora de l'aide, mais personne ne l'entendit. Matthew posa doucement une main sur l'épaule de Clara, les yeux embués de larmes retenues. Pourtant, enfin, on l'écoutait. Cet après-midi-là, la presse envahit à nouveau le quartier. Au milieu de la foule de journalistes, Vanessa Murphy du Washington Post se fraya un chemin à travers la foule. « Mademoiselle Clara » lança-t-elle doucement, « depuis combien de temps Richard Morgan vivait-il avec votre famille? Aviez-vous déjà soupçonné quoi que ce soit ?» D'une voix calme mais féroce, Clara répondit, « Je croyais connaître la personne qui se tenait à côté de moi, mais parfois, les profondeurs les plus sombres se cachent dans les cœurs en lesquels on a le plus confiance. » Vanessa acquiesça, reculant d'un pas respectueux et silencieux, et les mots de Clara se répandirent sur les réseaux sociaux en moins d'une heure. Ce soir-là, pour échapper à l'éclat des caméras, la famille de Clara s'installa temporairement chez un proche à Shelton. Lucy fit ses valises, les doigts tremblants, tandis que James serrait son carnet et son crayon. « Puis-je apporter mes dessins, maman ?» demanda-t-il. « Je veux dessiner Ethan en pleine forme. » Clara sourit et écarta ses cheveux. « Bien sûr. Dessine quelque chose de beau. » Se penchant plus près, Lucy murmura, « Maman, j'ai cherché les hôpitaux du coin, s'il est encore en vie, quelqu'un a dû le voir. » Clara croisa le regard de sa fille, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. « Demain, je demanderai à la police d'élargir les recherches. Nous n'écarterons aucune piste. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'un mois, James dormit paisiblement, pas de cauchemar, pas de pleurs, seulement le doux rythme de sa respiration régulière. Clara était assise sur la véranda, les yeux levés vers la pleine lune qui planait au-dessus de Shelton. Matthew la rejoignit, s'installant à ses côtés en silence. « J'ai travaillé sur des centaines de maisons, murmura-t-il, mais aucune ne m'a autant hanté que la vôtre. » Clara esquissa un sourire triste. « C'est parce que les fissures n'étaient pas seulement sous le plancher, elles étaient à l'intérieur des gens. » Matthew hocha la tête, compréhensif. Au commissariat, Richard était assis seul dans sa cellule, hébété. Au cœur de la nuit, un agent de service qui passait par là l'entendit murmurer dans l'obscurité, « Alors, c'est parti ?» L'agent regarda par la fente de la porte, mais ne vit que Richard, penché en avant, la tête entre les mains. Pendant ce temps, au siège, Raymond ouvrit l'enveloppe du laboratoire de police scientifique et contempla le rapport, figé. L'ADN des cheveux, du sang et des ongles correspondait parfaitement à celui d'Ethan Sanders, aucun doute ne subsistait. Il appela Clara, « Nous avons reçu confirmation. Toutes les preuves appartiennent à Ethan. » Clara retint son souffle. « Quelqu'un n'a-t-il trouvé un corps » murmura-t-elle. « Pas encore » répondit lentement Raymond, « mais rien ne prouve qu'il soit décédé. » Des larmes de soulagement et de gratitude coulèrent sur les joues de Clara. « Merci » s'étrangla-t-elle. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Le lendemain, les médias rapportaient l'arrestation de Richard Morgan, accusé de séquestration, de coups et blessures sur mineurs et de dissimulation délibérée de preuves. La police de Shelton s'engageait à étendre les recherches et à coordonner ses efforts avec les hôpitaux régionaux. À l'insu de tous, l'hôpital Saint-Maries, en périphérie de Syracuse, détenait une pièce essentielle du puzzle. Ce matin-là, l'infirmière en chef Anna Dawson laissa tomber son café en regardant les informations. La photo d'école d'Ethan apparut à l'écran avec la légende « Victime dans une affaire de séquestration, statut inconnu ». Le cœur battant, Anna se précipita vers la salle des archives. En moins de 15 minutes, elle trouva un dossier de « patient non identifié » daté du 7 avril, un enfant anonyme amené par un inconnu 4 mois auparavant, souffrant d'épuisement, de déshydratation sévère et de psychose aiguë légère. Appelant le docteur Luc Martin, le médecin traitant, elle le vit murmurer « Mon Dieu, c'était lui ». Ils contactèrent immédiatement l'enquêteur principal de Shelton, Raymond Monroe. À 10 heures, l'appel parvint au bureau de Raymond. « Êtes-vous l'enquêteur principal sur l'affaire Morgan ?»« Oui, nous pensons avoir retrouvé Ethan. » 2 heures plus tard, Clara,
Lucy et James arrivèrent à Shelton Central pour vérification. Raymond les accueillit, sa sévérité habituelle adoucie par l'émotion. « Nous aurons besoin d'une confirmation en personne, dit-il, mais le sang, le profil ADN, même la cicatrice sur le coude, tout correspond au dossier médical d'Ethan Sanders. » Lucy fondit en larmes et se jeta dans les bras de sa mère. Clara serra simplement la main de Lucy et s'agenouilla pour serrer James dans ses bras. « Ethan est-il vraiment vivant, maman » murmura-t-il. « Oui, mon cœur » murmura Clara en retour. « Il est vivant. » Un véhicule spécial les escorta jusqu'à l'hôpital Saint-Marie, où le docteur Luc Martin les attendait à l'entrée, le soulagement palpable. « Il se rétablit bien » expliqua-t-il, mais il est encore sensible à la lumière vive et au bruit fort. Il risque de ne pas vous reconnaître immédiatement. Clara hocha la tête et serra la main de Lucy tandis qu'ils entraient dans la chambre. Pour des raisons de santé, James attendit dehors. À l'intérieur, sur le lit d'hôpital, gisait un garçon frêle, cheveux emmêlés, yeux cernés, peau pâle. Alors que Clara s'approchait, Ethan ouvrit lentement les yeux. Lucy s'étrangla et murmura « C'est moi, Lucy ». Le regard d'Ethan vacilla, s'éclaircissant tandis qu'il murmurait son nom. Clara s'effondra à son chevet, sanglotant, et serra dans ses bras le garçon qu'elle craignait d'avoir perdu. « C'est tante Clara » murmura-t-elle, tandis que les mains tremblantes d'Ethan lui serraient les épaules. « J'ai essayé d'appeler, mais personne ne m'a entendu » murmura-t-il. Clara le serra fort contre elle. « Je t'entends maintenant, ma puce. Je t'entends maintenant. » Le même jour, lors d'un interrogatoire complémentaire, Richard fut contraint d'affronter une vérité irréfutable, Ethan était vivant. Son avocat, Marshall Sullivan, lui exposa la nouvelle comme un verdict. « C'est fini » dit doucement Marshall. Richard le regarda fixement. Lorsque Marshall décrivit le sauvetage d'Ethan et ses derniers instants sous terre, Richard éclata d'un rire hystérique. « Je le croyais mort. Je croyais l'avoir enterré en silence. » Marshall rassembla ses dossiers. « Il n'y a plus rien à défendre. Vous feriez mieux de plaider coupable. » Un nouveau témoin apparut, Alan Rogers, un sans-abri vivant près du vieux moulin de San Pedro, qui avait entendu de faibles cris par une nuit d'orage. Grand et négligé, Alan raconta comment il avait forcé une trappe et trouvé Ethan respirant à peine. « Je l'ai porté dehors » dit-il. « Je n'ai pas appelé la police, j'ai un casier judiciaire. Je voulais juste aider. » Raymond hocha la tête. « Grâce à vous, le garçon a survécu. » L'affaire a été portée devant le tribunal du comté de Shelton. Le procureur principal, Edward Vaughn, connu pour son ardent défenseur des enfants, a ouvert le procès. Ce n'est pas seulement de l'emprisonnement, c'est de la cruauté déguisée en famille. Le silence tue à petit feu. Clara a témoigné avec une force tranquille, les yeux rivés sur Richard, il a plongé le fils de ma sœur dans l'obscurité, au sens propre comme au sens figuré. Il a brisé ma famille, et je suis resté silencieux trop longtemps. Richard a baissé les yeux, silencieux. Ce soir-là, James fut enfin autorisé à rendre visite à son cousin, portant un dessin représentant deux silhouettes debout sous un ciel bleu, l'une tirant l'autre du sol. Les larmes coulèrent sur Ethan tandis qu'il murmurait « Tu m'as sauvé ». James ne dit rien, s'avançant pour serrer fort son cousin dans ses bras. Le matin du prononcé de la sentence, la salle d'audience était bondée. Les journalistes brandissaient micros et caméras, des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Ethan », se détachant sur le ciel gris. Clara était assise au premier rang, serrant la main de Lucy. James était resté à la maison avec Madame Page pour lui épargner cette épreuve. Ethan, pâle mais plus alerte, était assis entre deux infirmières. Richard Morgan entra, enchaîné, décharné et mal rasé, son arrogance disparut. Après la présentation des preuves par Vaughn au témoignage, échantillons d'ADN, images de surveillance, le juge Alexander Foster a prononcé la peine, 17 ans de prison ferme, plus une indemnisation obligatoire pour le préjudice causé. Le silence s'est installé dans la salle d'audience, Clara a murmuré, la justice est enfin rendue. Cet après-midi-là, Raymond escorta Clara, Lucy et Ethan au centre de réadaptation Starlight, un paisible centre de traumatologie pour adolescents niché dans une pinède au sud de la ville. Ethan restera ici 6 mois, expliqua Raymond, avec des visites à la maison le week-end. Ethan observa les bâtiments blancs, les pelouses luxuriantes et les jardins luxuriants. Il n'y a pas de serrure ici, n'est-ce pas, demanda-t-il doucement. Clara le serra dans ses bras. Personne ne t'enfermera plus jamais.
Toutes les portes restent ouvertes si tu le souhaites. Lucy tendit un nouveau carnet à Ethan. Tu tenais un journal. Tu devrais recommencer, cette fois, écris ce qui te rend heureux. Ethan esquissa un léger sourire, le premier sincère depuis son sauvetage. Au cours des semaines suivantes, Ethan a commencé à renouer avec le monde, manger davantage, sortir, suivre une thérapie de groupe. Un soir, il a raconté un rêve, James assis par terre, l'oreille collée au sol, appelant « Tu m'entends ?» et voyant son ours en peluche allongé à côté de lui. Une patiente nommée Mélissa lui a demandé « Quand es-tu réveillé ?» Ethan a répondu doucement « Quand quelqu'un a cassé la serrure de la trappe et m'a sorti. » L'odeur de la pluie et de l'air froid, c'était magnifique. De retour à la maison, James ne se réveillait plus en pleurs. Il écrivait des lettres simples à Ethan « Quel est ton plat préféré ? Quand reviens-tu ? Le chat du voisin est encore bien dodu. » Clara et Lucy se consacrèrent à la restauration de la maison. Matthew refit le carrelage du salon, démolit l'ancien puits et colmata toutes les ouvertures d'aération. « On n'a pas besoin de garder les blessures, dit-il, mais il ne faut pas oublier qu'elles étaient là. » Un matin, la lumière du soleil entrait par les fenêtres fraîchement peintes. James désigna un point lumineux au sol. « Il va adorer ça, dit-il. » Lucy rit. « Alors on y mettra un cactus, il a toujours aimé les plantes épineuses. » Au bout de 6 mois, Ethan rentra chez lui pour une semaine. Il entra lentement, comme s'il pénétrait dans un lieu familier fraîchement illuminé. Dans le salon, James courut vers lui et le serra dans ses bras. « Tu es toujours aussi maigre, le taquina-t-il. » Ethan lui tira la langue. « Et tu es toujours aussi pâle. » La famille rit à gorge déployée. Clara les observait, la main posée sur le cadre de la fenêtre, les yeux brillants de gratitude et de paix. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, ils se retrouvèrent autour de la table, poulet rôti, pommes de terre et le gâteau éponge préféré d'Ethan. Lucy versa du jus d'orange. C'était le plat pour lequel tu séchais l'école, la taquina-t-elle. Ethan fit mine de la gronder, tu ne devrais pas parler de mauvaises habitudes devant les enfants. James intervint, tu as même écrit mon nom sur le mur. Clara rit de bon cœur. Assez, mange avant que ça refroidisse. Cette nuit-là, Ethan était allongé dans sa chambre rénovée, les yeux rivés au plafond. Merci à celui qui a entendu mon appel, murmura-t-il. Sous le nouveau plancher, l'obscurité était silencieuse, mais au fond d'Ethan, la voix de la vie résonnait clairement. Le dernier jour de sa visite, la famille accompagna Ethan à la gare. Il retournerait à Starlight pour 2 semaines supplémentaires de thérapie. Je viendrai tous les week-ends, promit Clara en le serrant fort dans ses bras. Lucy lui glissa un carnet de croquis vierge dans la main. Dessine le monde tel que tu le vois maintenant vu d'en haut, pas de sous terre. James lui tendit son dernier dessin, 2 silhouettes sur un toit avec ces mots, personne n'est oublié si quelqu'un n'écoute. Ethan sourit tandis que le train s'éloignait. L'affaire étant close, l'agent Raymond a reçu la médaille d'honneur de la province de Shelton pour ses services. Lors de la cérémonie, il a simplement déclaré « Nous faisions simplement notre travail, mais les vrais héros sont un garçon de 7 ans et un enfant qui n'a jamais cessé d'espérer. » La médaille a été remise à James Sanders, le garçon qui a entendu la voix que le monde ignorait. Leur histoire nous rappelle que la vérité se trouve parfois sous nos pieds, attendant d'être entendue, et que l'amour, le courage et la foi peuvent sortir quelqu'un de l'obscurité. Croyez en vos enfants et écoutez-les de tout votre cœur.